Batele basidi mwatu Mwabu katia mukakulu Yati musa muntela Msana bwanchibishia Yati nimbosa bo Batele basidi yokele ya batusa Nibotwena Batele basidi yokele ya batusa Ekaba nibotwena Batele basidi mwatu Ngebeni kimona meso Taika baya kamambu Pemba ga bonzwe ya Bete bani botwena Batele bashini niyokele ya batusa Ni botwena Batele bashini niyokele ya batusa Bete bani botwena Ngumbi za mwanga babwa Kubalosa loso kotwe Balosa masangu pe. Bonjour peuple congolais. Nous sommes le 27 août 2020. Ici, c'est T-Congo. Le Congo des T-travailleurs. Congo des T-technocrates. Le Congo des T-tranquillité. Le Congo des T-transfert. Chers compatriotes, nous ne pouvons commencer cette vidéo sans rendre hommage à ce grand homme qui nous a quittés. À tout honneur, tout seigneur. Le président, professeur Pascal Lissouba, s'en est allé à 88 ans, ce 24 août 2020 à Perpignan, dans le sud de la France, à la suite d'une longue maladie. En ces moments d'intense douleur, nous nous inclinons devant la mémoire de celui qui fut pour nous, les Congolais, le président de la République. Un président qui avait été élu démocratiquement par les Congolais en 1992. Un scientifique de renommée, un Congolais respecté, dans le concert des nations, au parcours remarquable. Nous avons appris et tiré de lui beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons à travers ses dires et ses actes. Mais ce que nous avons retenu de très profond, c'est qu'il ne faut jamais monter sur le dos du diable quand on veut obtenir un résultat. Car le diable revient toujours à revendiquer sa part, sinon revendiquer le tout. Monsieur le Président, reposez en paix. Chers compatriotes, comme il était prévu, nous parlerons de la transition politique et démocratique. Pour décrire ce concept, pour analyser cette procédure que certains Congolais considèrent comme stratégie de combat, nous allons développer un certain nombre de points tels que c'est quoi la transition, les principes de la transition, les étapes de la transition, les synonymes de la transition, les différents types de transition, la définition de la transition démocratique, les préalables d'une transition démocratique, les phases de transition démocratique, les transitions déjà tenues au Congo. Comme sous-titre ici, nous allons aborder la transition conduite par Alfred Raoul de 1968 à 1969, la transition conduite par Yomi Opango de mars 1977 à février 1979, la transition conduite par Sassou Nguesso de février 1979 à mars 1979, la transition conduite par André Milongo de mars 1992 à 1993, et nous parlerons enfin de la transition conduite par Justin Koumba de juillet 1997 à août 1999. Par la suite, nous parlerons de l'absence de stratégie universelle de transition démocratique. Quelle transition parlent les Congolais? C'est une réponse que nous allons donner à cette question. Nous parlerons de la transition selon la diaspora, la transition selon le gouvernement, la transition selon l'opposition. Et nous allons aussi répondre à la question de savoir, est-ce que la transition est-elle une forfaiture de l'opposition? Et enfin, pour terminer, nous parlerons de la stratégie de la diaspora pour la transition démocratique. Voilà, peuple congolais, ce qui va constituer le corps
de développement de notre sujet, la transition, dans cette vidéo. Peuple congolais, c'est quoi la transition? La transition est un passage d'un état à un autre. Une brusque transition du chaud au froid, par exemple. Un passage progressif entre deux états ou bien entre deux situations. Par exemple, passer de l'enthousiasme à la fureur ou passer graduellement d'une idée ou d'un développement à un autre. C'est ça qu'on appelle la transition. Mais la transition a ses principes. Alors quels sont donc les principes de la transition? Eh bien, les principes de la transition sont très importants, car ils définissent notre manière d'observer et d'analyser des situations, d'élaborer des réponses et d'interagir avec les hommes. Les principes sont essentiels, car dans le contexte dans lequel nous évoluons, peut nous stimuler. Il est utile d'avoir des bases solides pour se référer. Les principes sont importants. Ils permettent à nos partenaires quotidiens de mieux comprendre nos approches et nos spécificités. La transition, quand elle se réalise, elle se manifeste en 3 étapes. Alors, quelles sont donc les différentes étapes de la transition? Une transition doit se réaliser en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape qui consiste à déterminer le concept qu'on veut changer. Par exemple, la dictature. Par exemple, le froid, le chaud, la natalité, la mortalité. La deuxième étape, c'est l'étape qui consiste à établir un lien logique. C'est-à-dire la mutation entre le concept de l'idée de base, c'est-à-dire l'idée de la première étape, et la conception de la partie qui va suivre. Et la troisième étape, enfin, c'est l'étape qui consiste à annoncer l'idée principale de la partie qui va suivre. C'est-à-dire, dès lors qu'on a défini la première étape, c'est-à-dire, par exemple, la dictature, eh bien, dans la troisième étape, nous devons annoncer la démocratie. Si dans la première étape, nous avons défini comme concept à déterminer, nous avons défini la natalité, eh bien, dans la troisième étape, nous devrons annoncer la mortalité. Alors, quels sont les synonymes de la transition? Certes, beaucoup de gens parlent de la transition, mais c'est la même chose si vous entendez parler de la transformation, de la conversion, du changement, de l'amélioration, de la rénovation, de la métamorphose, de l'alternance, de l'évolution, le développement, le passage, le pont, la liaison, le raccordement, la modification ou la concertation. Tous ces mots, ce sont des synonymes de la transition, qui veut dire la même chose que la transition. Mais la transition, on la trouve dans plusieurs domaines. Alors, quels sont donc les différents types de transition? On parle de la transition en physique. C'est ça qu'on appelle la transition physique. C'est le changement d'état d'un système quantique, c'est-à-dire les atomes ou les molécules. Mais en physique, on parle aussi de la fusion. La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide.
On parle aussi de la vaporisation. C'est donc une transition, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux. On parle également de la liquéfaction, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide. La solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Et la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Tout ça, ce sont les différentes sortes de transitions qu'on trouve en physique. En démographie, on parle aussi de la transition. C'est la transition démographique. Si on prend l'exemple d'un pays, c'est par exemple la situation d'un pays qui passe d'un régime de natalité ou de mortalité très élevé à un régime de natalité et de mortalité très bas. C'est ça qu'on appelle la transition démographique. En énergie également, on parle de la transition énergétique. C'est le passage progressif et programmé du modèle énergétique actuel, c'est-à-dire celui qui est fondé essentiellement sur les énergies non renouvelables, à un bouquet énergétique conforme aux critères du développement durable. En chimie, on parle également de la transition des métaux de transition. C'est quoi les éléments ou métaux de transition? Ce sont ces éléments repartis du groupe 3A au groupe 1B dans les 4e, 5e, 6e et 7e périodes du tableau périodique des éléments. En démocratie, on parle également de la transition. On l'appelle la transition démocratique. La transition démocratique, c'est ce processus politique qui permet un passage progressif d'un régime dictatorial à une démocratie. C'est de cette transition qui sera question ici. C'est donc de cette transition que nous allons développer dans cette vidéo. Et c'est justement de cette transition dont parlent ou rêvent les Congolais. Voilà, peuple congolais, les différents types de transitions. Il y en a bien d'autres, mais nous vous avons donné ici juste quelques types de transitions. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la transition démocratique, puisque c'est de ça qu'il sera question ici? Comme nous venons de le dire, la transition démocratique est un processus politique qui permet un passage progressif d'un régime dictatorial à une démocratie. Selon les pays, elle peut prendre des formes très différentes et se dérouler en général sur plusieurs années. S'il s'agit d'une junte militaire, celle-ci peut négocier son immunité avant de céder le pouvoir. C'est ce qui se passe actuellement au Mali. La transition politique s'achève avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement et d'une assemblée législative résultant d'une élection libre et disposant d'un pouvoir souverain. Elle est souvent suivie d'une phase de consolidation de la démocratie pour en assurer la stabilité. Sauf que cette transition, avant qu'elle ne se fasse, nécessite des préalables. Alors, quels sont donc les préalables d'une transition démocratique? Dans la première étape de la transition que nous avons vue, le phénomène nécessite en amont une concertation du peuple. Une concertation ou faire une épreuve de force définie pour déterminer les préalables de base
Par exemple, un coup d'État, qui n'est pas une concertation du peuple, mais une volonté d'une partie de la population, en particulier les militaires. Parmi d'autres préalables, on peut citer le dialogue national, la conférence nationale, le dialogue ou la conférence internationale. Ce sont là donc des concepts qu'on définit comme préalables. Sans ces préalables, on ne peut pas parler de transition. Dans la deuxième étape, il faut alors établir maintenant le lien logique ou bien la mutation. C'est ça qu'on appelle la transition. Et enfin, dans la troisième étape, c'est pour consolider la démocratie en établissant des institutions fortes. Mais tout ceci se passe, ces étapes se définissent dans ce qu'on appelle des phases. Donc nous allons maintenant vous parler des différentes phases de transition démocratique. La transition démocratique comprend deux phases essentielles. La première, c'est celle qui permet de désigner le passage d'un régime à l'autre. On l'appelle la transition politique. La deuxième phase, c'est la phase de la consolidation de la transition, durant laquelle le défi majeur va consister à assurer une évolution relativement stable du processus démocratique engagé dans la transition. Voilà, peuple congolais, les deux phases essentielles dans la transition démocratique. La transition démocratique entraîne l'abandon des anciennes règles du jeu politique. Et cela suscite l'apparition donc de nouveaux acteurs politiques et de nouvelles configurations stratégiques. La transition devient complète lorsqu'un gouvernement arrive au pouvoir comme si c'était le résultat direct de suffrages libres et populaires. La transition devient complète quand ce gouvernement dispose d'un pouvoir souverain pour générer de nouvelles politiques publiques. La transition devient complète quand le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire né de la nouvelle démocratie n'ont pas à partager le pouvoir avec d'autres corps de droit. La réussite donc d'une transition dépend des leaders qui sont en charge de la conduite de cette transition. Ils ont la responsabilité d'appliquer les recommandations issues des concertations. La transition démocratique mérite d'être consolidée. Et la gestion des conflits par la voie de la démocratie ne saurait être entendue comme l'élimination du conflit. Au contraire, la démocratie doit permettre la manifestation des divers intérêts politiques en présence, laissant à l'ensemble des acteurs la possibilité de trouver une voie d'expression. L'ouverture du système politique consiste donc un enjeu capital dans le cadre de la consolidation de la démocratie d'un pays. Inversement, le défi consiste parallèlement à créer un niveau suffisamment haut de consensus afin d'éviter un recul politique et d'assister par là même la survie des nouveaux régimes. En sorte, les gouvernements en place doivent garantir efficacement le maintien du régime démocratique avec le soutien à la fois de la société civile, des autres acteurs politiques et des forces armées. La transition et la consolidation de la démocratie constituent donc deux processus qui évoluent en fonction des choix des principaux acteurs du pays. Ces deux moments s'inscrivent, on l'a vu, dans les contextes différents
et induisent pour les acteurs des enjeux distincts. Ces deux situations sont tout de même liées. On ne peut donc prétendre appréhender le processus de la consolidation de la démocratie sans tenir compte de la situation de crise précédant la transition et des conditions qui ont entouré le processus de transition politique lui-même. Voilà donc au peuple congolais les différentes phases qui constituent la transition démocratique. Ceci nous amène à comprendre, puisque notre pays a déjà connu pas mal de transitions. Alors, avec ce que nous avons connu comme transition, ces transitions ont été tenues dans l'art de la transition politique et démocratique. C'est de ça donc ensemble on va analyser. Quelles sont donc les transitions déjà tenues au Congo? Notre pays a déjà connu plusieurs transitions suite aux plusieurs événements qu'a vécu notre pays. Mais de toutes les transitions, la transition de 1991 à 1992, issue de la Conférence nationale souveraine, menée par André Milongo, reste inscrite dans l'histoire du pays comme la transition ayant conduit à la démocratie. Elle fut la transition émanée d'une concertation nationale des Congolais. Les autres transitions qu'a connues notre pays sont issues des coups d'État. Entre 1968 et 1969, notre pays a conduit une transition. C'est la transition conduite par Alfred Raoul. En effet, le 4 septembre 1968, le président Alphonse Massamba Deba, dont les prérogatives de président de la République ont été restreintes par le CNR, est destitué par M. Marien Ngouabi. La fonction de président de la République était provisoirement suspendue. Le capitaine Alfred Raoul va donc assumer l'intérim de chef de l'État. Le 7 septembre 1968, Alfred Raoul est officiellement nommé Premier ministre chargé d'assurer l'intérim à la tête de l'État jusqu'à la mise en place des institutions définitives. Il est donc chargé de conduire la transition jusqu'à l'installation des nouvelles institutions. Le 5 août 1968, Alfred Raoul devient membre du nouveau Conseil national de révolution, CNR, de 40 membres et doté de pouvoirs étendus. Et c'est le président Marien Ngouabi qui préside le CNR. Pendant cette période de transition de 144 jours, une réforme sur les textes administratifs, juridiques, constitutionnels ont été rédigés. Ainsi, parmi les textes figurent ceux appropriés pour le changement de l'hymne national, le changement du drapeau, le changement d'emblème, le changement même de la dénomination du pays. On est donc passé de la République du Congo à la République populaire du Congo. Le 31 décembre 1968, la fonction de président de la République est rétablie et Marien Ngouabi devient le nouveau président de la République. Le 7 janvier 1970, M. Marien Ngouabi est investi à la tête du parti et de l'État pour 5 ans. Alfred Raoul est alors nommé vice-président du Conseil d'État. C'est cette date qui marque
la fin de la transition. Donc, comme vous pouvez le constater, peuple congolais, ici la première étape était donc le coup d'État qui avait été organisé, qui avait donc destitué le président Alphonse Massamba Deba. La deuxième étape a consisté à donc élaborer des textes pour justement atterrir à la troisième étape. Troisième étape, changement de pays, de régime politique. Et dont le président Marien Ngouabi devient le président de la République. Entre le 17 mars 1977 et le 5 février 1979, notre pays a connu une autre transition, celle conduite par M. Yombi Opango. Le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné. Le pays est désemparé. Dans la même nuit, l'état-major spécial de la Révolution, le MSR, va créer le comité muteur du parti CMP, dont Joachim Yombi Opango est désigné comme membre d'organe suprême pour gérer la crise. Pendant cette période de transition, toutes les institutions ainsi que la Constitution de 1973 sont abrogées. Or, dans son article 40, elle stipule qu'en cas de vacance de pouvoir, le président national populaire, à l'époque, M. Alphonse Moussou-Poiti, devrait assumer l'intérim jusqu'à ce que le congrès du parti se réunisse dans les 3 mois afin d'élire un nouveau président. Le 3 avril 1977, le CMP communique sa structure définitive. Le colonel Joachim Yombi Opango, le numéro 1 du CMP, qui conduit la transition, devient le 4e président de la République. Le 5 avril 1977, le CMP promulgue son acte fondamental de 24 articles qui modifie plusieurs dispositions de la Constitution. L'Assemblée nationale est dissoute. Les pouvoirs de l'Assemblée et ceux du comité central du PCT sont abrogés et sont transférés au CMP. Le 6 avril 1977, le colonel Joachim Yombi Opango prête serment comme président de la République, président de la République populaire du Congo. Cela marque la fin de la transition. Ici, une fois de plus, le peuple congolais, comme vous pouvez le constater, le premier préalable, c'est le coup d'État qui avait été organisé, qui avait conduit la mort du président Marien Ngouabi. La deuxième étape a constitué justement à abroger les dispositions constitutionnelles qui existaient. Et c'est dans cette deuxième étape que tous les pouvoirs avaient été transférés au CMP. La troisième étape, enfin, c'était l'arrivée de M. Joachim Yombi comme président de la République. Entre le 5 février 1979 et mars 1979, notre pays a connu une fois de plus une transition, mais une transition qui sera conduite par M. Denis Sassou Nguesso. Devant l'agitation croissante dans le pays, les manœuvres souterraines du clan Denis Sassou Nguesso, associé au premier responsable du Parti congolais du travail, M. Jean-Pierre Tshisekedi, amènent alors les organisations de masse du PCT à exiger la tenue d'une session extraordinaire du comité central du PCT,
un parti qui était déjà en hibernation depuis 1977. Des tracts sont diffusés à travers tout le pays qui dénoncent le train de vie faramineux et mettent en cause la mort de Marien Ngouabi. Devant cette situation, M. Joachim Yombi Opango va donc se trouver contraint de convoquer le comité central du Parti congolais du travail. Le 5 février 1979, dès le premier jour de la session, le comité central du Parti congolais du travail va donc déposer le chef du comité militant du parti, M. Joachim Yombi Opango. M. Joachim Yombi Opango est donc démis de sa fonction de président de la République. Un coup d'État très classique. Il avait même été dit qu'un baobab était tombé sans faire de bruit. Le 8 février 1979, M. Denis Sassou Nguesso remplace M. Joachim Yombi à titre provisoire dans l'attente du congrès extraordinaire du Parti congolais du travail en mars 1979. En d'autres termes, M. Denis Sassou Nguesso assume la transition pour présider le comité préparatoire du congrès extraordinaire du PCT jusqu'en fin mars 1979. Fin mars 1979, M. Denis Sassou Nguesso est élu président du comité central du Parti congolais du travail. De droit, il devient le président de la République populaire du Congo pour 5 ans. C'est cet événement qui va donc marquer la fin de la transition. Il cite également, peuple congolais, comme vous pouvez le constater, la première étape, c'est donc ce coup d'État classique qui avait déposé M. Yombi. Et pendant cette période de 1 mois, le congrès extraordinaire du Parti congolais du travail avait donc mandat de préparer tous les textes constitutionnels qui devaient donc donner le plein pouvoir à M. Denis Sassou Nguesso. Entre le 10 mars 1992 et 1993, notre pays va connaître une transition. C'est celle qui sera conduite par M. André Milongo. Une période de transition très riche en événements. Le 25 février 1991, ouverture de la conférence nationale souveraine, qui réunissait 1200 délégués composés essentiellement des représentants des partis politiques, des ONG, des fondations, des associations, des confessions religieuses, des administrateurs et des structures politiques, des forces de l'ordre et des individualités. Le 12 mars 1991, M. Ernest Nkombo est élu président de la conférence nationale. Au cours d'une séance dirigée par le doyen d'âge Hyacinthe Bakanga, âgé alors de 70 ans, autour d'une commission de sages. La conférence nationale va se déclarer par la suite souveraine et elle deviendra la conférence nationale souveraine. En mai 1991, André Milongo Nsatwa Bantou est élu Premier ministre de la transition. Il bénéficie alors des prérogatives de chef des forces armées et de président du Conseil des ministres. Véritable chef d'orchestre durant la transition prévue pour une durée de 12 mois, André Milongo forme tout seul son gouvernement sans se référer ni au Conseil supérieur de la République, ni au chef de l'État. Son gouvernement est chargé d'organiser les différentes élections sous le contrôle du Conseil supérieur de la République et
les décisions de la conférence nationale souveraine devaient être transmises au gouvernement pour pouvoir les appliquer. Le 15 janvier 1992, André Milongo, Premier ministre, est alors menacé de mort pour compromettre la démocratie. Cette information avait été révélée plus tard par M. Denis Sassou Nguesso à M. André Milongo lui-même. Sous prétexte parce que M. André Milongo avait nommé le colonel Michel Ngankou au poste du secrétaire d'État à la Défense. C'est ça qui aurait conduit donc à entraîner la révolte des militaires du groupement aéroporté. La transition démocratique est sauvée par la jeunesse républicaine en rédigeant des barricades. Le 15 mars 1992, la nouvelle constitution est alors adoptée par référendum. Elle institue un régime semi-parlementaire avec un exécutif. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Le chef du gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, qui peut le renverser par le vote d'une motion de censure. Le 3 mai 1992, il va avoir les premières élections locales de l'ère démocratique. Et c'est l'UPADES de M. Pascal Lissouba et le MCDDI de M. Bernard Kolela qui vont obtenir le plus grand nombre de sièges. Le 24 juin 1992, il va y avoir les premières élections législatives de l'ère démocratique. On comptait 1700 candidats pour 125 sièges à l'Assemblée nationale. Le 26 juillet 1992, ce seront les premières élections sénatoriales depuis l'indépendance du pays. 60 sénateurs sont alors élus par les conseillers municipaux des districts et des régions. Le 2 août 1992, premier tour des élections présidentielles. Les 4 premiers ont obtenu les résultats suivants. Pascal Lissouba, 35,89%. Bernard Kolela, 20,32%. Denis Sassou Nguesso, 16,87%. Et André Milongo, 10,19%. Le 20 août 1992, proclamation des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Pascal Lissouba, âgé de 61 ans, est élu président de la République avec 61,33%. Le 31 août 1992, Pascal Lissouba prête serment. Il devient le président de la République devant la Cour suprême. Il fait sa passation avec le président sortant, M. Denis Sassou Nguesso. Lissouba est donc censé mettre en application les décisions issues de la conférence nationale souveraine. Cette date marque alors la fin de la transition de M. André Milongo. Le peuple congolais, et ici également comme nous l'avons dit, c'était une transition très riche. Donc le préalable ici, au départ, c'est la concertation, donc la conférence nationale souveraine. Et c'est donc au cours de cette conférence nationale souveraine que la transition sera mise en place, qui sera conduite par M. André Milongo. Et parmi donc les différentes phases qui avaient donc été exécutées, c'était de mettre en place des institutions et organiser les élections afin de stabiliser la démocratie. Et la troisième étape, enfin, c'était justement la consolidation de la démocratie avec un nouveau président, M. Pascal Lissouba. Entre juillet 1997
et août 1999, notre pays va connaître la transition, celle conduite par M. Justin Koumba. Après le coup d'État, M. Sassou Nguesso se proclame président le 25 octobre 1997. Il abroge la constitution de 1992 qui avait été votée par tous les Congolais. Le nouveau régime prend pour base juridique un acte fondamental promulgué le 24 octobre 1997 qui prévoyait une transition de 3 ans flexible pour le retour à un régime démocratique, à la normalité institutionnelle. Un référendum national pour l'unité, la démocratie et la reconstruction du Congo fut alors convoqué en janvier 1998. Il réunissait 1000 délégués issus des partis politiques et de la société civile. Le forum désigne un Conseil national de transition CNT, organe à rôle parlementaire par intérim du nouveau régime. En absence donc de désarmement des milices, des bandes armées, le pays reste sous la menace des guerres civiles. Des troubles sont fréquents. En décembre 1998, la guerre civile éclate. Aidés par l'Angola, les troupes de M. Denis Sassou Nguesso vont reprendre une partie du terrain perdu. Suite à la reprise de la violence, la solution militaire ne pouvait permettre le retour à la paix. M. Denis Sassou Nguesso va donc passer à une ouverture politique plus grande par des discussions avec des insurgés. Lors du forum, les partisans estimaient que le gouvernement et le CNT avaient pour mission d'écourter ou alors de prolonger la transition en fonction des préalables indispensables à la tenue d'élections générales. Un calendrier proposé par la commission politique susceptible d'être modifié avait prévu des opérations préélectorales dès 1998 avec un recensement administratif organisé par des administrations locales, avec la fin d'inscription sur les listes électorales en fin mars 1999. Les élections devraient donc précéder la réforme de la loi électorale de 1992 et du nouveau découpage de circonscriptions par le CNT. Selon le rapport présenté par la commission juridique au forum, la nature du régime était présidentielle avec un mandat de 7 ans. Le forum prônait aussi la réconciliation des Congolais. Il s'était prononcé pour des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans les génocides et les crimes des 2 guerres civiles en 1993 et 1997 qui avaient coûté la vie à des milliers de Congolais. Les organes institutionnels étaient divisés en 3. La présidence de la République conduite par M. Denis Sassou Nguesso, le gouvernement conduit par M. Isidore Mvuba et le CNT conduit par M. Justin Koumba. À l'international, M. Denis Sassou Nguesso se préoccupait à soigner son image écornée par les images de guerre civile diffusées par les médias. Mais quelques années après, c'est une autre affaire qui entache sa réputation, celle des disparus des Beach. Le 2 août 2002, M. Denis Sassou Nguesso déclare solennellement la fin de la transition. Il déclare, nous citons, « Toutes les missions fixées par le gouvernement d'union nationale et du salut public, mises en place en octobre 1997 après la victoire militaire sur le président déchu Pascal Lissouba, ont été accomplies. » Fin de citation. Lors de la cérémonie d'investiture, dont l'habillage légal n'a guère caché l'armure du chef de guerre,
M. Denis Sassou Nguesso avait prêté serment comme président de la République dans un discours centré sur les efforts de reconstruction et de poursuite judiciaire pour crimes contre l'humanité, contre les responsables de la bataille de Brazzaville menée et contre l'ex-président M. Pascal Lissouba. Peuple congolais. Voilà donc très succinctement les différentes transitions qu'avait donc connues notre pays depuis 1960 jusqu'en 1999. Alors, dès lors que beaucoup de transitions ont été menées, toutes les transitions ne se ressemblent pas. Nous l'avons vu et nous l'avons décrit. Si bien qu'on va se poser la question, mais est-ce qu'il y a une stratégie universelle? Donc ceci nous amène de vous parler de l'absence de stratégie universelle de transition démocratique. Peuple congolais. L'analyse de la transition démocratique pose la question centrale, celle des moyens utilisés pour atteindre l'objectif démocratique. Mais un certain nombre de questions restent à poser. Ces moyens font-ils appel à une certaine rationalité démocratique? Existe-t-il des moyens qui génèrent une stratégie de transition démocratique applicable universellement? Ou faut-il considérer au contraire que les moyens sont fonction des attentes d'une société? Ou il convient-il à adapter les moyens à une situation par rapport à la cause? Pour répondre à ces questions, nous partirons du postulat suivant. La réussite de toute transition démocratique, peuple congolais, résulte d'une combinaison entre, premièrement, le respect des lois, le respect des institutions, et deuxièmement, de la mise en œuvre des grands principes, sans lesquels il ne peut y avoir de démocratie, ainsi que l'adaptation des moyens choisis au contexte propre de la situation en présence. Il n'existe donc pas de recette magique, mais davantage une nécessité de gérer de manière satisfaisante et habile un ensemble de problèmes théoriques et pratiques inhérents à la réalité qui est propre à chaque histoire et donc à chaque pays. Pour ne prendre que l'exemple, peuple congolais, de ce que nous avons vécu, comparé à ce qui se passe au Mali, les transitions ne se font pas de la même manière, d'un pays à l'autre, d'un espace à un autre. Les transitions telles qu'elles se font au Congo, ce n'est pas la même chose, telles que les transitions qui se sont déjà déroulées au Congo. Et même au sein d'un même pays, comme le nôtre, vous avez vu, d'une transition à une autre, ce n'est pas la même chose. Si je reviens au Mali, c'est un pays qui a déjà connu plus de 4 coups d'État. Et à chaque fois, on fait des transitions. Mais les transitions ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour dire justement, pour répondre à la question dont nous nous sommes posés, si justement il existait une stratégie universelle. Mais la réponse, vous l'aviez compris. Non. Alors, peuple congolais, nous avons vu les différentes transitions qu'a connues le pays jusque-là. Et nous avons conclu qu'il n'existe aucune stratégie universelle. Dans le contexte actuel, pour gagner le combat, les Congolais parlent de l'instauration de la stratégie, de la transition. Oui, les Congolais ont déjà organisé des transitions. Ils ont compris que c'est un processus qui permet justement de changer un régime. Et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes,
les Congolais estiment qu'on peut une fois de plus procéder en faisant une transition démocratique. Mais alors, de quelle transition parlent les Congolais aujourd'hui? On parle désormais de la transition. Les Congolais sont persuadés que dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, il est nécessaire et juste de se retrouver au Mbongi ou bien le Kanza pour débattre de la situation multidimensionnelle que connaît notre pays. Ce débat doit inévitablement engendrer la transition. Ce qui est normal, parce que après une concertation, après un Mbongi, qui est donc un préalable de base, ça ne peut donc engendrer la transition. De la diaspora à l'opposition, en passant par le gouvernement, les Congolais veulent tous et exigent la transition. Mais comme nous l'avons dit, comme nous l'avons posé comme question, de quelle transition réellement parlent les Congolais à l'heure actuelle? Ce qui nous amène donc à analyser la transition selon la disposition ou le statut des Congolais. D'abord, la transition selon la diaspora. À la suite du boycott massif du référendum du 25 octobre 2015, la diaspora de la France avait annoncé la création du Conseil national de la transition et de la résistance du Congo, ainsi que le CNRT Congo. Ainsi, dans les lignes d'action, la diaspora avait défini 10 axes centraux. 1. Le CNRT Congo. Demander aux Congolais de passer de la désobéissance civile à l'insurrection citoyenne et pacifique dans le pays et dans la diaspora. 2. Le CNRT Congo appelait à la grève générale au Congo. 3. Le CNRT Congo appelait aux Congolais de la diaspora à se rassembler chaque dimanche à 14 h aux abords des ambassades du Congo à l'étranger jusqu'au départ de M. Denis Sassou Nguesso. 4. La diaspora annonçait la création du CNRT Congo qui organiserait en coordination avec l'opposition au Congo la résistance au pouvoir et la transition qui s'ouvrirait avec le départ de M. Denis Sassou Nguesso. 5. Le CNRT Congo était chargé de créer un organe exécutif provisoire en exil, dont la composition devait être annoncée le 1er novembre à Paris devant l'ambassade du Congo à Paris. 6. Le CNRT Congo rendait hommage aux victimes des violences commises par le pouvoir, saluait les Congolais et les Congolaises pour cette unanime abstention citoyenne et politique du 25 octobre 2015 qui exprimait la soif de liberté et de la démocratie pour une souveraineté du peuple retrouvée. Ils apportaient leur soutien aux leaders politiques de l'opposition retenus contre leur gré ou emprisonnés, aux journalistes arrêtés ou empêchés d'informer et demandaient la libération de toutes les personnes arbitrairement détenues. 7. Le CNRT Congo avait fait appel à tous les Congolais, de tous les coins du monde, de tout horizon, de tout sexe et de tout âge, de toute profession à rejoindre le CNRT pour réaliser ensemble l'unification amorcée de toutes les forces politiques, économiques, culturelles et spirituelles du pays. 8. Le CNT Congo avait fait appel à l'armée et aux forces républicaines à se ranger du côté du peuple, à faire respecter la Constitution du 20 janvier 2002, à travailler de concert avec le CNT Congo
qui représenterait désormais le peuple. 9. Le CNRT Congo avait fait appel à l'Union africaine, à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et à la communauté internationale à constater l'échec du pseudo-référendum du 25 octobre 2015. Enfin, 10. Le CNT Congo avait fait appel à la communauté internationale à le reconnaître comme représentant légitime du peuple congolais, qui le représentait désormais le Congo libre, notamment pour la préparation et la tenue des prochains rendez-vous diplomatiques comme la COP 21 ou la conférence nationale, la conférence des Nations Unies contre le réchauffement climatique. Peuple congolais. Le CNRT qui nous a été présenté dans le système de faire la résistance, nous avons constaté, et nous constatons d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, que le CNT Congo n'a été qu'un mort-né, un fiasco, il n'a été que l'ombre de lui-même. Les Congolais de la diaspora ont démontré l'inaction d'engagement et d'application des lignes d'action. La transition dont il était question n'a jamais été amorcée, par manque de préalable, d'objectivité, de vision et de leader. Aujourd'hui, tous ces leaders qui ont créé le CNRT Congo se trouvent aujourd'hui dans d'autres organismes, sinon dans d'autres regroupements politiques. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté en dehors de l'échec du CNRT Congo dans la mise en place de la transition? Nous avons constaté qu'une autre partie de la diaspora parle de la transition. C'est celle qui fait le débat à la table ronde sur une transition excluant M. Denis Sassou Nguesso. Une transition ou bien un débat initié par M. Mingwa Bianco. Les Congolais, au cours donc de ce débat, très riche, il faut le reconnaître, les Congolais ont soulevé des problématiques sur des thématiques bien définies. La réforme constitutionnelle, la justice transitionnelle, l'indépendance de la justice libre, la réforme de l'armée tribale, le tribalisme institutionnel et des partis politiques. Et enfin, ils ont parlé de la gestion du pétrole et des autres ressources minières. Mais débat faisant, que ressort de cette table ronde? Les débats furent intéressants, il faut le reconnaître. Mais la diaspora a eu des positions marquées qui tracent des lignes de partage entre ceux qui militent pour Sassou et ceux qui sont contre M. Denis Sassou Nguesso. Pour analyser des faits sociaux, la transition politique doit analyser la transition politique doit étudier tous les éléments qui sont extérieurs. Des sociologues estiment que l'objectivation d'un fait social comme élément extérieur à l'analyse n'empêcherait pas son engagement. Mais le centre de débat frôle la question de traiter la transition politique sans Sassou. Certains disent Sassou est un acteur politique important dans la vie politique congolaise. Il est là depuis des années 68 et risque d'être là encore en 2020. L'exclure serait un frein à la réussite de la transition.
La table ronde a défini l'orientation de transition. Laquelle? Ils disent que la transition politique doit être menée sans Sassou. Sassou doit partir. Alors, que devient ce mot d'ordre si M. Denis Sassou Nguesso, par obstination, organise les élections de 2021 et il y reste? Ceci donc nous amène à poser la question de savoir, continuerons-nous d'organiser la transition politique ou allons-nous négocier avec M. Denis Sassou Nguesso? Ou bien carrément, nous allons abandonner? Cette position ne nous semble pas envisageable ou envisagée. Surtout pour ceux qui considèrent que M. Denis Sassou Nguesso doit obligatoirement partir. Comment donc faire la transition politique sans M. Denis Sassou? C'est la question qui revient toujours. Et pour cela, plusieurs réflexions ont été faites. 1. Sassou ne se présente pas aux élections présidentielles. Alors un dialogue national va s'instaurer avant l'élection. Et pendant ce dialogue, on revoit le fichier électoral, les conditions politiques de l'élection présidentielle, la libération des prisonniers politiques et donc une transition politique nouvelle. 2. M. Sassou Nguesso se présente à l'élection présidentielle. Il en sort gagnant. Alors en ce moment-là, les questions continuent encore. Les questions vont toujours se poser. Comment faire la transition politique d'un modèle non démocratique instauré par M. Sassou Nguesso vers un modèle démocratique? Comment pourrions-nous le faire? 3. M. Sassou Nguesso gagne les élections présidentielles de 2021. Alors, faut-il composer avec lui pour la transition politique? Va-t-il accepter faire la transition politique, sachant qu'il venait de gagner ces élections présidentielles? Comment organiser alors la transition politique avec lui comme leader, si toutefois il accepte? 4. L'engagement pour une transition politique devrait forcément compléter et nécessiter une réflexion concrète en tenant compte de tous les acteurs de la vie politique congolaise. 5. Sur la question radicale et centrale, sur la présence de M. Denis Sassou Nguesso, il faudrait éviter l'hypocrisie et poser directement des questions de tout genre, des questions sans limite, et les analyser. Il faudrait pas avoir des questions tabous. 6. M. Sassou Nguesso ne doit pas participer à l'élection présidentielle. Alors, en ce moment-là, peut-on orienter la transition politique vers un modèle fédéral, l'autonomie des régions, ou bien un collège présidentiel, malgré les contorsions intellectuelles? 7. La transition politique sans Sassou, comme le déclare notre frère M. Mingwa. On ne sait pas comment organiser cette transition. Notre pays aura besoin d'être revitalisé institutionnellement, politiquement, économiquement et juridiquement. Nous avons compris qu'une conception de la manière de concevoir la transition venait d'être amorcée. C'est la proposition de la tenue de la transition politique consensuelle prônée par l'aile Moukoko. Ça également, c'est une autre forme de transition. Nous avons compris. Et oui, nous avons compris, je le répète, qu'une conception de la manière de concevoir la transition, une autre forme venait d'être amorcée dans la diaspora. C'est cette proposition de la tenue d'une transition politique qu'ils appellent consensuelle, dont en effet que prônait M. Moukoko. Nous avons constaté que depuis l'évacuation de Jean-Marie Michel Moukoko à Istanbul pour des raisons de santé,
une partie de la diaspora estime que le moment est venu de faire la transition. Parce que le leader est enfin là. Les Congolais, ceux qui le disent, ne décrivent pas le fond, la forme, la durée, la structure, les étapes, les phases d'une transition. Le seul argument jugé potentiel qu'il exhibe à longueur des journées, dans plusieurs vidéos aujourd'hui qui tournent dans les réseaux sociaux, c'est de dire que Jean-Marie Michel Mokoko est le seul leader qui peut conduire cette transition, puisqu'il a été élu le général du peuple. Toutefois, cette catégorie de diaspora ne définit pas les préalables avant la transition. Il ne s'interroge même pas à la première étape d'une transition classique, encore moins à la troisième étape. Ce qui compte pour eux, c'est de dire que Jean-Marie Michel Mokoko doit mener la transition. Ils disent que Jean-Marie Michel Mokoko est le leader de tous les Congolais. Ils le définissent comme le leader charismatique, incontournable, l'homme des situations, celui-là même qui a parlé contre M. Denis Sassou Nguesso. Ils le définissent comme le Messie que les Congolais attendaient. Ils justifient ces arguments en prenant comme référence le meeting de Pointe-Noire, qu'ils jugent propice à M. Denis Sassou Nguesso. Au point, aujourd'hui, quand vous les entendez, ils comptent M. Jean-Marie Michel Mokoko parmi les présidents qui ont déjà conduit notre pays. Quelle honte intellectuelle. Quelle caricature de l'histoire. Quelle bavure. Peuple congolais. Depuis quand Jean-Marie Michel Mokoko a été élu président de la République? C'est une honte pour notre histoire. Pour les enfants des jeunes qui entendent l'histoire et qui l'entendent de cette manière. Peuple congolais. Ceux-là, cette diaspora, qui se définissent comme des intellectuels. Au regard de tout ce que nous venons de dire et de développer, nous pouvons conclure qu'avec la multiplicité de la diaspora qui arrive avec plusieurs transitions, il est dommage que la diaspora ne peut s'accorder sur des circonstances dans lesquelles une vraie transition doit être menée. Nous allons maintenant parler de la transition selon le gouvernement. Plongé dans une crise multidimensionnelle très profonde et à 6 mois de la grande échéance électorale, il est évident que M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas organiser les élections. Alors le gouvernement et le PCT s'engagent dans la diversion. Ils parlent de l'échec d'organiser le Conseil national de dialogue dirigé par M. Mbéry, des négociations avec les sociétés pétrolières, avec le FMI pour apporter l'aide financière, de la gestion du Covid-19. Le gouvernement change de tempo de la musique. Le gouvernement parle désormais de la concertation, un synonyme de transition. Le ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Boulou, en date du 24 de ce mois, annonce sans gêne la concertation ou alors la transition. Mais les Congolais ont compris que ceci n'est qu'un simple enfumage. Peuple congolais, vous vous souviendrez que ce ministre, avec le SNEI, c'est eux qui sont responsables de la crise politique actuelle. Les voilà revenir sans gêne, sous prétexte de venir trouver des solutions à la crise qu'ils ont créée eux-mêmes. Il est temps
que ceux qui veulent distraire les Congolais arrêtent de rêver. Le Congo n'a pas besoin de la manipulation politique. Le Congolais est mature. Nous ferons une transition à la suite d'une table ronde bien structurée, bien étudiée, dans l'intérêt général du Congo, et non une concertation superflue pour crédibiliser le passage en force de M. Denis Sassou Nguesso. Nous allons enfin étudier la transition selon l'opposition. Mandaté par M. Denis Sassou Nguesso, le chef de l'opposition se préoccupe désormais des fondements par le retard dans les préparations de l'élection présidentielle consensuelle, en donnant comme prétexte que toutes les conditions ne sont pas réunies après 5 ans d'organiser les élections. M. Tati Mabiala fait feu de tout bois pour faire avaliser sa trouvaille. La délégation de l'UPADES, conduite bien sûr par lui-même, M. Tati Mabiala, avait été reçue en audience le 27 janvier 2020 au siège de l'Union africaine à Brazzaville par les ambassadeurs de cette institution internationale. M. Tati Mabiala avait fait un rappel historique des principales conclusions du dialogue de Ouesso qui n'ont jamais été appliquées. Il avait réitéré les 5 propositions contenues dans son message du 29 décembre 2001, à savoir 1. La mise en place d'un gouvernement de consensus et d'union nationale dont la mission s'achèverait avec l'élection du nouveau président de la République. 2. La prorogation de 2 ans du mandat du président de la République, jouissant de toutes ses prérogatives constitutionnelles, en interdiction de se présenter à la prochaine élection présidentielle. 3. Le retour au pays suscité ou volontaire de tous les exilés politiques et d'autres Congolais de la diaspora qui le désirent afin de participer librement à la vie politique nationale. 4. L'adoption d'un pacte républicain, seul moyen de lever la conscience nationale et patriotique dans un pays au parfum tribalo-ethnique avéré. 5. L'organisation groupée de toutes les élections au terme de la transition proposée, c'est-à-dire 2023. De ces propositions, le chef de file de l'opposition dite républicaine s'est vu tirer toutes les foudres de la part de l'opposition radicale, qui estime que M. Tati Mabiala est devenu le chantre de la mouvance présidentielle et de son chef, M. Denis Sassou Nguesso. Mais M. Tati Mabiala n'est pas le même quand on parle de l'opposition qui a déjà évoqué la transition. Il y a aussi M. Paulin Makaya. Alors pour l'activiste de la politique, M. Paulin Makaya de l'UPC, il a formulé quelques propositions au chef de l'État pour la sortie de la crise, qui sont les suivants. 1. Amnistier tous les prisonniers politiques et des exilés condamnés par contumace afin de permettre au Congo la tenue d'un véritable dialogue national inclusif. 2. Organiser un dialogue national inclusif sous l'égide de la communauté internationale. 3. Mettre en place une transition politique permettant d'amorcer une transition politique. 4. Mettre en place un gouvernement de transition dirigé par l'opposition qui aura pour principale mission la formation de façon consensuelle avec toutes les forces vives de la nation d'une commission électorale nationale indépendante, le CENI. Peuple congolais, nous venons donc de comprendre que l'opposition dite républicaine de M. Tati Mabiala dans cet évangélisme vient à la rescousse du président de la République. Alors, la transition dont nous propose M. Tati Mabiala
est-elle vraiment avérée? C'est la question qu'on se pose. Et cette question nous amène justement à se poser la question autrement. La transition est-elle une forfaiture de l'opposition? Peuple congolais, nous avons constaté depuis bon bout de temps, avec toutes les agitations de M. Ntsatsi Mabiala, qu'une idée incongrue et illogique sur la transition politique au Congo agite la position dite constitutionnelle ou républicaine. La transition politique démocratique, que nous avons définie comme une phase correspondant au passage d'un régime à l'autre, s'achève avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement et d'une assemblée législative résultant d'une élection libre et disposant d'un pouvoir souverain. Elle est par la suite suivie d'une phase de consolidation des démocraties pour en assurer la stabilité. Les Congolais peuvent donc se poser la question de savoir à quel jeu se livrent M. Ntsatsi Mabiala et M. Guy Parfait Kolela, qui se définissent de l'opposition républicaine pour opter de la transition politique de 2 ans, sans même que la Constitution ne le permette. En effet, la Constitution de 25 octobre 2015 ne prévoit nullement une période de transition politique, même si une situation exceptionnelle peut entraîner des mesures exceptionnelles. Selon les dires de M. Denis Sassou Nguesso, le Congo n'est pas dans une situation exceptionnelle. Donc, parler d'une transition relève d'une forfaiture pour l'opposition, menée par M. Ntsatsi Mabiala. Le faire serait reconnaître la dictature du régime totalitaire de M. Denis Sassou Nguesso. Nous le savons, peuple congolais, que ces deux leaders dont nous venons de citer, M. Ntsatsi Mabiala et M. Guy Parfait Kolela, font la remorque de M. Denis Sassou Nguesso. Ils ne peuvent pas parler d'une transition réelle avec les institutions actuelles, étant donné qu'une transition nécessite la mise en place, 1. d'un acte fondamental, 2. d'une présidence de la République transitionnelle, 3. d'un gouvernement de transition avec un Premier ministre justement issu du consensus, 4. d'un Parlement transitoire. Alors, ce sont ces institutions de transition qui doivent préparer l'élection présidentielle. Des élections qui doivent être libres et transparentes et démocratiques. Et qui sera suivies par des élections législatives transparentes. C'est la phase de la consolidation de la démocratie. La transition proposée par M. Ntsatsi Mabiala ne cadre pas dans le processus de transition démocratique. Donc l'idée semble sordide et en contradiction avec la Constitution. Elle ne saurait convaincre la communauté internationale. C'est vrai, les Congolais aspirent à un changement radical, à un renouvellement de la classe politique. Ils veulent vite tourner la page de la gestion calamiteuse et clanique du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Mais pas avec une transition organisée et dirigée par M. Denis Sassou Nguesso ou par son dauphin qui ne fera qu'offenser la démocratie. Et de ce point de vue, nous rejoignons justement l'idée soulevée par la table ronde dirigée par le frère Mingwa. La peur et le refus de rendre les comptes de sa gestion clanique et désastreuse, M. Denis Sassou Nguesso et ses acolytes de l'opposition ont élaboré minutieusement l'idée d'une transition calquée
à l'image de M. Denis Sassou Nguesso, afin d'endormir à nouveau les Congolais. Mais peuple congolais, la diaspora, doit regarder la transition politique comme une nouvelle ère à mettre en place au Congo. Il faut retrouver les nouvelles bases de vie, non pas celles après l'indépendance ou encore moins celles dans laquelle nous vivons actuellement, orchestrées par le tribalisme politique. Il faut revaloriser la personnalité congolaise dans ses valeurs ancestrales. Comment se définit le Congolais? Quel respect des sources des Congolais? Quelle unité dans la diversité ethnique? Pourquoi diaboliser l'ethnie, le tribut des Congolais? Nous devrions valoriser nos capacités intellectuelles, de perception, de linguiste, de nos connaissances enracinées dans les coutumes à travers l'ethnie. Et non comme le décrit M. Théophile Obenga, comme un frein au développement. L'ethnie est diabolisée, négativée, fait l'objet d'une propagande démagogique par des hommes politiques pour le but de conserver le pouvoir. C'est ce que nous avons appelé le tribalisme politisé. Peuple congolais, nous avons compris, nous avons réfléchi et médité une étude là-dessus. Nous reviendrons d'ailleurs sur ça. Nous avons compris que les Congolais veulent la paix. Ils cherchent la paix depuis des années 1956. Ils n'ont pas trouvé cette paix. Ils n'ont pas trouvé cette unité. Mais ils connaissent quand même la cause. La cause, ils disent, c'est le tribalisme. Alors donc les Congolais se sont levés pour combattre le tribalisme. Aujourd'hui, le tribalisme est combattu de tous les côtés et sous plusieurs formes. Sauf que l'unité n'est toujours pas là. La paix n'est toujours pas là. Mais le comble, c'est qu'ils continuent toujours à lutter, à se bagarrer contre le tribalisme. Et c'est ce que, justement, Albert Einstein disait, la folie, c'est de faire la même chose, mais s'attendre à des résultats différents. C'est-à-dire que les Congolais combattent toujours le tribalisme, mais ils veulent avoir des résultats différents. Ils combattent, ils n'ont pas la paix. Ils combattent, ils n'ont toujours pas la paix. Ils combattent, ils n'ont toujours pas la paix. Et ils continuent à combattre et ils pensent trouver une autre solution que le manque de paix. C'est ça qu'on appelle la folie. Alors que le raisonnement est simple. Il suffit de faire ce qu'on appelle en mathématiques le raisonnement par opposition. C'est-à-dire, puisque nous avons combattu le tribalisme pour aller chercher la paix, nous n'avons pas pu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, aujourd'hui, accepter le tribalisme. Et c'est ça qui va vous amener à la paix. C'est aussi simple que cela. Au lieu de le combattre, il faut plutôt l'accepter, s'intérioriser à ça, le comprendre. Peuple congolais, il suffit d'aller regarder les résultats des élections de 2092, des élections législatives, les seules qui ont été démocratiques. L'analyse de ces résultats législatifs ont démontré que les Congolais, dans chaque région, dans chaque coin, n'ont voté que les originaires, ceux qui sont de leur région, de leur circonscription, les natifs de leur circonscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congolais ne peut que voter celui qui est de leur ethnie, de leur tribu. Donc ne cherchez pas à leur dire de voter quelqu'un qui n'est pas de leur tribu, qui n'est pas de leur coin. En fait, c'est ce que les Congolais font. Leur combat, c'est de dire aux Congolais, ne restez pas tribaliques. C'est-à-dire que moi qui n'ai pas de votre région, si je viens poser ma candidature, vous avez aussi le droit de me voter. Alors quand il n'est pas voté, ils disent que les Congolais sont tribalistes. Mais peuple congolais, avez-vous vu ça où? Ce que vous êtes en train de demander aux Congolais.
En fait, c'est ça le problème de fond. C'est comme ça que vous devez regarder le problème de fond. Le tribalisme est dans tous les pays du monde. Même en France. Ceux de Marseille ne sont pas aussi acceptés à Nice. Mais le peuple congolais, il faut être réaliste. Le tribalisme est partout. Dans tous les pays africains. Pour nous qui avons évolué, qui avons étudié, au Cameroun, on a vu les Bamileke avec les Ewondo, avec les Douala. Ça ne se passe pas comme ça avec les gens de Kribi. Mais on le trouve au Tchad, on le trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui, entre les gens de M. Gbagbo et ceux de M. Ouattara. Mais vous allez le trouver partout. Mais sauf que les Congolais, ils veulent radiquer tout cela. Parce qu'ils sont allés étudier en Europe. Ils sont devenus des Européens. Alors donc, ils veulent nous donner des leçons que non, il faut qu'on arrête le tribalisme. C'est le genre de M. Théophile Obenga, que moi je trouve pas, je classe pas, que je mette pas dans la classe vraiment des intellectuels. Il devait consacrer son temps à étudier les réalités du pays que de passer son temps d'aller étudier la civilisation égyptienne. Peuple congolais, le débat dans lequel vous êtes engagé, vous êtes perdant, je vous le dis. Aimez le tribalisme. Quand je dis aimer le tribalisme, c'est-à-dire qu'il faut respecter ceux-là qui sont dans leurs principes. Et alors, quand vous aurez compris cela, vous allez donc comprendre que chaque Congolais veut rester dans sa circonscription. Il se sent à l'aise dans sa circonscription, dans sa région, dans son département. Ceci nous amène à dire qu'il faut, si vous voulez la paix, si vous voulez voir l'unité dont vous cherchez depuis l'indépendance, c'est de faire l'autonomie des régions. Parce que quand les gens vont rester campés dans leur département, ils ne vous parleront plus jamais du tribalisme. En ce moment-là, ce gène-là qui naît va disparaître tout seul. Voilà, peuple congolais. Quand on a compris cela, on aura tout compris. Il n'y a pas une autre façon. Vous n'allez pas changer d'idée aux gens. Au Congo, on ne vote pas par projet. On vote la personne. Voilà donc au peuple congolais ce qu'on tenait à dire au sujet justement de l'aspect du tribalisme aujourd'hui qui est diabolisé. C'est un atout. Il suffit de l'exploiter aujourd'hui. Il ne faut pas le combattre, mais il faut plutôt l'exploiter pour arriver à l'unité dont vous recherchez. Donc, à l'approche de 2021, la transition politique doit répondre aux exigences suivantes. Quelle transition politique? Quelle nature, la forme, le délai, le mode de gouvernement, le fonctionnement des institutions à mettre en place? Comment faire après la transition politique? Quelles sont les garanties qui assurent ou bien qu'il faut mener pour bien faire la transition politique? Qui aura la responsabilité de mener une transition politique? Quelles sont les dispositions pour consolider la démocratie issue donc de cette transition? Autant de questions qui aujourd'hui devraient être dans la tête des Congolais. Et non de venir nous parler que M. Jean-Marie Michel Moukoko figure parmi les présidents, les 6 présidents qu'a connu notre pays. C'est donc à l'opposition avérée, prévenue, éclairée, d'assumer leurs responsabilités dans le cheminement de cette vraie transition politique et non de se laisser berner par des propositions de transition faites à l'image de M. Denis Sassou Nguesso qui propose l'opposition républicaine et la diaspora enfumée. Les Congolais ne doivent pas succomber aux appels du gouvernement par la proposition de la concertation faite par M. Zéphirin Mbou
Pour terminer, peuple congolais, quelle est la stratégie de la diaspora pour la transition? Le Congo que nous impose M. Denis Sassou Nguesso, par un système dépourvu de vision nationalisme à long terme, est orienté vers la politique de tout enrichissement personnel illimité. Le Congo doit s'en sortir. On le sait. On le fera. Le peuple se doit de fonder une nation unie et durable, dans l'autonomie des régions, dans le fédéralisme. C'est ce Congo de demain qui inspire confiance dans le rêve, dont rêvent les Congolais, qui garantit justement la paix tant recherchée. Après le désarroi de Nyangambwala sur l'avenir d'Mboshi, sur les aveux de Norbert Dabira, sur la livraison des armes par le pouvoir dans le Poul, des affirmations de Jean-Dominique Okimba sur le génocide dans le Poul. Nous avons brûlé le Poul et le ciel n'est pas tombé. De la haine de M. Denis Sassou Nguesso envers la population du Poul, Mokoko a voulu remettre mon pouvoir au Bas-Congo. Ce genre de propos, peuple congolais, ne devrait jamais être admis dans un pays qui se veut uni, qui aspire à la paix. Qu'attend l'État d'agir pour haute trahison, pour légiférer sur des dérives dangereuses qui noircissent l'image de notre identité? Pourtant, les faits sont avérés vrais. L'impunicité ne devrait pas faire la règle. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils sont conscients que le Congo de demain se construira selon d'autres desseins, ceux de l'autonomie de la région. Nous l'avons dit. C'est un sentiment fort et nationalisme exprimé par les Congolais fiers et dignes que nous voulions ici honorer et exprimer. Leur apporter des encouragements pour maintenir le cap et d'avoir la foi. Peuple congolais, nous insistons sur cet aspect parce que nous sommes à la recherche de la paix. Les Congolais devraient se voir sur le miroir. Des intellectuels devraient voir, ils devraient se dépasser de ces mots. Ils ne devraient pas avoir honte d'admettre, s'il faut le dire ainsi, le tribalisme. Ça ne sert à rien de le combattre. Il est dressé devant vous comme un géant que vous cherchez à combattre depuis des années 1960 et vous n'aviez jamais pu. Alors il faut changer de méthode. Il faut changer la manière de faire. Comme je venais de le dire, en mathématiques, quand on résout un problème, si ça ne va pas, on pense ce qu'on appelle le raisonnement par opposition. Dans le cas présent, puisque vous avez combattu le tribalisme depuis et vous n'arrivez pas à avoir cette paix, le raisonnement par opposition serait donc d'admettre le tribalisme pour que cela vous amène à la paix. Et la manière d'accepter cela, c'est le respect des coutumes des gens. Puisqu'ils veulent être comme ça dans leur coin, puisqu'ils veulent être autonomes, puisqu'ils veulent le fédéralisme, mais donnez-leur le fédéralisme, donnez-leur l'autonomie des régions. Alors en ce moment-là, vous n'entendrez plus justement des propos comme avait tenu M. Jean-Dominique Okimba. Vous n'entendrez plus des propos comme ceux tenus par M. Denis Sassou Nguesso. Vous n'entendrez plus des propos comme ceux tenus par M. Nyangambwala. Vous n'entendrez plus des propos comme avait dit M. Norbert Dabira. Peuple congolais, cela devrait vous enseigner. Cela devrait vous amener justement à comprendre que oui, on doit rendre les régions autonomes. Et vous allez voir ces sentiments de haine, ces sentiments de tribalisme vont commencer à s'effondrer tout seul. Et ça va disparaître.
Parce qu'on ne pourra plus dire je suis parti dans le pôle, je suis allé tuer. Non, il ne pourra plus, puisque les régents étant devenus autonomes. Vous n'entendrez plus des propos dire oui, mais mon pouvoir, on a voulu le remettre chez les Bakongo. Non, ce raisonnement va disparaître sans le combattre tout doucement. L'autonomie de région. C'est à cela le Congo de demain. Peuple congolais, l'histoire nous donnera raison. La meilleure façon de consolider la paix, c'est de rendre des régions autonomes. L'autonomie ne veut pas dire la scission. L'autonomie ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas se croiser, ne peuvent plus se marier d'une région à une autre. L'autonomie ne veut pas dire que tu ne peux pas quitter ta région natale et puis d'aller t'installer dans une autre région. Non. Ce modèle existe ailleurs. Pour avoir fait mes études au Canada, d'ailleurs, nous avons prévu une vidéo spéciale. Nous allons revenir justement dans l'autonomie des régions. Et nous allons vous démontrer que le Canada, un pays de 10 régions autonomes, figure parmi les pays les plus structurés et dans un pays où se trouve la paix aujourd'hui. Regardez à l'image de tout ce qui se passe à travers le monde. Le Canada, c'est un pays très en paix. Peuple congolais, pourquoi ne pouvez-vous pas inspirer de l'expérience des autres? C'est vrai qu'on ne peut pas faire le copier-coller par rapport au Canada, mais on peut le faire à la congolaise. Peuple congolais, c'est à cela que nous voulons vous amener. Et nous pouvons vous dire, on ne va pas s'échapper à ça. L'histoire nous le dira. Je reviens à dire, la folie, comme le dit ce grand savant, Albert Einstein, la folie chez les Congolais, la folie, c'est de faire la même chose, mais s'attendre à des résultats différents. Ça, c'est une folie. De penser que vous combattez le tribalisme tous les jours, toutes les années, chaque fois. Vous n'aviez pas de résultats. Mais vous combattez et vous pensez que vous allez trouver la paix, alors que vous n'avez jamais la paix. Vous pensez avoir d'autres résultats, autres que ce que vous aviez toujours. Ça, c'est ça qu'on appelle la folie. Peuple congolais. Alors, après qu'on ait compris cela, nous faisons appel haut et fort à tous les Congolais et Congolaises au dialogue international, à la conférence internationale ou à la conférence nationale bis, mais dans un esprit apaisé, dans un cadre préalable concerné et consenti pour sauver notre bien commun qui est donc le Congo. Au prélude de 2021, l'année est déclarée une année de transition par les Congolais. Un rêve qui doit s'écrire dans les actes, dans l'investissement du temps, des finances, de disponibilité et du courage. Aussi dans le respect des droits civils, dans la garantie de la justice plus équitable, dans l'acceptation du changement même les plus radicaux, en donnant à la nouvelle génération incarnée une vision alternative tournée vers l'avenir et l'amour. Il faut que tous les Congolais comprennent que le rêve commun de la collectivité du Congo doit être la convergence de toutes les synergies individuelles des régions. Il est temps que vous sortiez, que vous dépoussiérez tous les programmes de santé, d'éducation que vous aviez dans vos tiroirs, que vous aviez gardés longtemps, pour les mettre en application dans les régions. Il faut que vous sortiez dans le système, je dirais, où vous êtes bloqué. Il faut briser les barrières intellectuelles que vous aviez, de croire que le tribalisme est mauvais.
Nous ne vilipendons pas, nous ne sommes pas en train de faire la publicité ou de faire une propagande de tribalisme. Mais nous voulons tout simplement vous dire, dès lors qu'on a combattu, qu'on n'a pas pu, il faut prendre le problème dans un autre sens. Les résultats des législatives de 1992, les seuls résultats démocratiques qui ont été faits au Congo, ont démontré que les gens dans les villages, dans les régions n'ont voté que les fils de leur pays. Ils n'ont pas voté par rapport au programme. Et quand ils l'ont fait, ce n'est pas du tribalisme. Ce qui est tout à fait normal, ça se fait partout dans tous les pays du monde. Alors, d'office, il faut respecter ce peuple. Ne le traitez pas de tribalisme. Alors, dans cette diversité de cultures, les Congolais doivent opter et orienter le combat vers l'unité, le travail et le progrès. C'est plutôt, il faut refuser la politique de 5D qui a été instaurée, imposée par M. Denis Sassou Nguesso et sortir de l'obscurantisme auquel les Congolais ont été enfermés depuis trop longtemps. Celui-là qui pense que parce que tu n'as pas voté quelqu'un de ton coin, tu es un tribal. L'histoire nous enseigne qu'avec le recul, qu'avec la méditation et la conviction couplée d'une constante infaillible, on finit toujours par remporter les combats, même quand certains ne vous accordent aucune chance de réussir. La prétention est souvent de mise. Et l'histoire témoigne toujours. Peuple congolais, je voulais dire par là, on finira par rendre des régions autonomes. Et l'histoire nous donnera raison. La difficulté ne réside pas dans le fait de livrer une bataille, mais plutôt d'y croire lorsque la vérité est avec vous. C'est un exercice qui demande beaucoup de sacrifices, d'abnégation et surtout de détermination. Malheureusement, peu d'hommes et de femmes en sont conscients. Ainsi, beaucoup d'entre nous cèdent aujourd'hui facilement à la tentation et à la corruption. L'âme noire, le traître du peuple, celui qui vend ses frères comme Judas. Le nombre de ceux qui entraînent notre combat dans un exécrable complot en vendant les consciences pour obtenir la réhabilitation du coupable ne se compte plus. C'est à ce prix que se marchande le déshonneur de la justice, le règne du mensonge. La diaspora, ce n'est pas ceux qui négocient en catimini le dialogue avec Mbéry. La diaspora, ce n'est pas ceux qui veulent des élections en 2021. La diaspora, ce n'est pas ceux qui pensent qu'il faut faire des primaires pour aller participer aux élections de 2021. La diaspora, ce n'est pas ceux qui trafiquent la nuit dans des réunions pour museler l'opinion à coups de quelques billets. La diaspora, ce n'est pas ceux qui revendiquent la transition le jour et la remettent en cause la nuit. La diaspora, ce n'est pas ceux qui sortent des dossiers truffés de mensonges et de manipulations, à la veille comme à chaque élection pour détourner l'attention des Congolais sur des vraies questions. La diaspora, ce n'est pas ceux qui opposent Moukoko à Kolela pour faire des diversions devant l'escroquerie. La diaspora, ce n'est pas ceux qui pensent que la transition ne peut être menée qu'avec Moukoko. La diaspora, ce n'est pas ceux-là qui pensent que ce n'est qu'avec Moukoko que le pays peut pouvoir s'en sortir. La diaspora, ce n'est pas ceux qui aujourd'hui vénèrent Moukoko comme une idole, ou encore ce n'est pas ceux-là qui déclarent aujourd'hui qu'ils le comptent parmi les présidents de la République. Ce n'est pas ça la diaspora. La diaspora, la vraie, c'est celle qui est constante depuis 1991 ou bien depuis des années qui se battent pour la vraie démocratie au pays, qui exige une alternance, un gouvernement d'union nationale. La vraie, c'est celle qui exige une transition et non des élections bipées d'avance. La vraie diaspora, c'est celle qui refuse la compromission, la corruption. La vraie, c'est celle qui parle des vrais devant les Congolais.
la vraie diaspora. C'est ceux-là qui ont donné leur vie et qui prennent le risque de leur vie pour sauver le Congo. La diaspora, la vraie, c'est celle qui côtoie des couloirs diplomatiques internationaux et des organismes internationaux. La diaspora, la vraie, c'est celle qui est au-dessus des clivages ethniques, celle qui ne fait pas des injures, c'est celle qui s'est placée des pions au jeu des dames. C'est celle qui est sortie de l'école du caméléon. Cette diaspora-là, elle est connue de tous. C'est celle-là qui travaille et qui avance. Et c'est celle-là que nous soutenons. Peuple congolais, maintenant que nous le savons, les Congolais sont unanimes pour faire une transition politique et démocratique. Il faut donc analyser et décrire tous les préalables pour qu'une transition équitable et réelle soit menée. En ce qui concerne 2001, peuple congolais, nous ne cessons de vous le dire que Sassou ne va pas organiser les élections en 2021. Il attend les élections françaises en 2022 pour justement ajuster son tir et son avenir. La transition, oui, mais sous quel préalable? Eh bien, les Congolais ont proposé le dialogue national inclusif, la conférence nationale bis, la table ronde qui va entraîner justement la conférence internationale. Mais le dialogue national inclusif, nous l'avons étudié. Le dialogue national inclusif a déjà fait l'objet d'une étude profonde. Nous avons démontré que ce moyen était non efficace et non efficient. Et dans le contexte actuel avec le régime de M. Denis Sassou Nguesso, il ne nous reste que la conférence nationale bis, la table ronde qui conduira à la conférence internationale. Ainsi, dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de la conférence nationale bis comme un moyen de lutte qui a été proposé par nos frères, par nos sœurs qui sont dans la lutte avec nous. Mais également comme préalable pour réaliser la transition. Alors, ce moyen sera-t-il efficace ou efficient? Pourra-t-il nous démontrer comment les pions ont été placés dans le jeu de dames? Peut-il nous apporter justement la victoire dans le combat que nous sommes en train de faire? Les Congolais sont-ils prêts à organiser la conférence nationale bis qui nous conduira justement à la transition comme en 1992? Eh bien, la réponse à toutes ces questions, le décryptage de ces moyens et l'analyse de ce préalable feront l'objet de la prochaine vidéo. Merci. Batele basidi mwatu ngebeni kimona meso taika bayaka mambu pemba ga bonzwe ya bete bani botwena batele basidi yokele abatusa ni botwena batele basidi yokele abatusa bete bani botwena ngumbi za mwanga bambwa balosa loso kotwe balosa masangu pe bete bani botwena echeleka ni beto bana batele bashini diyokele abatusa ni botwena batele bashini diyokele abatusa bete bani botwena twele wateka bala mulwaza beto katulumukia moko swaka mizinsunga shimili cheleka ni botwena beto ni bonabo batele bashini diyokele abatusa ni botwena batele bashini diyokele abatusa beto bani botwena En direct de Nsomo.
Manzakala Dibanga Misana, les terres de Tamatsua, chez Samba Yabingekele. Chameli, Evie.